notre corps, notre anatomie. La première chose qui différencie un homme d'une femme, c'est son sexe biologique. Un signe flagrant, révélateur. Mais est-ce aussi évident qu'il y paraît? Ça veut dire quoi? Être un homme, ça veut dire quoi? Être une femme? Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui souhaitent décider elles-mêmes de leur identité. De quoi faire émerger une diversité de genres qui va bien au-delà des rôles traditionnels attribués à l'homme et à la femme. Nous devons nous affranchir du paradigme de la binarité des sexes. Gender fluide, pangenre, genderqueer. Le genre se décline en une multitude de nuances. Un nombre croissant de personnes ne considèrent plus le sexe biologique comme un marqueur identitaire. Et des célébrités, comme Christine and the Queens, qui se jouent des étiquettes et des codes liés au genre, deviennent de véritables modèles. On constate une augmentation de l'ordre de 1500 à 3500%. Les rôles sexués classiques, ancrés dans les mentalités depuis des millénaires, ont-ils encore lieu d'être? Et si la nature était plus complexe qu'on ne le pensait? Il n'y a pas de cerveau masculin ou féminin en tant que tel. Et pourquoi accorde-t-on autant d'importance à ces questions? Ce sont des questions qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'elles bouleversent les représentations sociales, au sens où elles sont des véritables révolutions de société. Beaucoup de personnes se sentent dépassées par cette vague de nouvelles définitions. Ce qu'elles appellent la théorie du genre menace leur place dans la société et nuit à l'ordre social. Elles s'y opposent donc fermement, quitte à employer la violence. Une chose est sûre, ces nouveaux enjeux de société bousculent l'essence même de notre être, notre identité. Je disais, en fait, j'essaye d'être une femme et ça marche pas. Et je sais pas ce que ça veut dire, ça marche pas, mais je sens que ça marche pas. De la même manière que si j'essaye d'utiliser ma main gauche et que je suis droitier, ben, je sens que ça marche pas. Et je sais pas pourquoi. Mais c'est pas une seule de ces choses qui fait que c'est un homme, c'est juste l'ensemble de toute ma vie dans laquelle je vis en tant qu'homme. Je sais pas, je trouve que c'est hyper difficile à expliquer. C'est pas, y a pas une chose qui fait de moi un homme en fait. C'est juste la manière dont je vis et dont je construis ma vie. Je le fais en tant qu'homme et les gens me perçoivent en tant qu'homme et du coup je suis un homme en fait. Alistair Oudaillé a 22 ans et a été assignée fille à la naissance. Contrairement à de nombreuses personnes transgenres, il ne souhaite pas recourir à un traitement hormonal masculinisant, tel qu'une hormonosubstitution ou à une opération chirurgicale de réassignation sexuelle. Pourtant, Alistair se sent homme. Je sais le moment où je me suis dit, en fait, je suis pas une femme. Je m'en souviens, j'avais 17 ans, 18. Je venais d'avoir 18 ans. Et juste, en fait, ça faisait un moment que je lisais du contenu sur la transidentité, mais je pensais pas que ça me concernait. C'était juste par curiosité pour m'informer. Et à un moment, je me suis posé la question et je me suis dit, non, en fait, je suis pas une femme. Et après, du coup, j'ai essayé des choses. À un moment, je me suis rendu compte que, en fait, je me sentais plus à l'aise si on parlait au masculin qu'au féminin. Donc, j'ai décidé de demander ça. À un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, mon prénom me mettait moins à l'aise. Donc, j'ai décidé d'en changer.
Et pour moi, ma transition et le fait d'être trans, c'est plus ça. C'est qu'à plusieurs moments de ma vie, je me suis dit, c'est ça que j'ai besoin de faire pour être bien dans ma peau, pour être bien dans mes relations. Et du coup, je l'ai fait. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est H-Paradoxae. Et aujourd'hui, on va se pencher un peu sur une question qui m'a été pas mal posée dans les commentaires, mais également par ma grand-mère, qui déplore le manque de ressources sur le sujet parce que, je cite, c'est un peu le cœur du problème. Cessons donc ici de teaser et tentons de répondre à la question, ça veut dire quoi être un homme, ça veut dire quoi être une femme? Depuis qu'il a décidé de vivre en tant qu'homme, Alistair raconte son parcours sur sa chaîne YouTube. Bien qu'il soit suivi par 28 000 abonnés, Alistair s'entend encore souvent dire qu'il n'est pas vraiment un homme. Le jeune vidéaste estime être le seul à pouvoir déterminer son identité de genre, et ce, même si celle-ci diffère de son sexe biologique. En fait, ce que je trouve assez intéressant dans tout ça, c'est que la majorité des gens qui ont rejeté mon coming out et ont dit en gros c'est n'importe quoi, c'est dans sa tête, ont tout à fait changé d'avis au moment où ils se sont rendus compte qu'ils étaient minoritaires. C'est-à-dire que pour eux, c'était mon truc, c'était dans ma tête et je faisais ça dans mon coin mais personne n'y croyait. Et au moment où ils se sont rendus compte qu'en fait les gens me parlaient au masculin et que tout le monde s'en fichait et que c'était eux qui niaient la réalité de ce qui était en train de se passer et pas moi, ils ont changé de côté. La bête noire d'Alistair, c'est l'hétéronormativité, un ensemble de normes binaires qui définit les conditions requises pour être accepté ou identifié en tant qu'homme ou femme. Elle sous-entend aussi que l'hétérosexualité est supérieure à toute autre orientation sexuelle. En d'autres termes, hommes et femmes sont censés se reproduire et se comporter conformément à leurs rôles respectifs. C'est du moins comme ça que l'entendent les personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette définition et souhaitent vivre autrement. La société est-elle plus variée que celle que nous percevons au quotidien? Peut-on se fier à son propre jugement lorsqu'on pense être en présence d'un homme ou d'une femme? Et comment peut-on en être sûr? Quel rôle joue le comportement social, le style vestimentaire, le langage corporel ou encore les hormones? Rebecca Yeager participe activement au mouvement pour l'égalité des genres depuis de nombreuses années. Elle-même transgenre, cette journaliste sait parfaitement à quelles difficultés ces personnes sont régulièrement confrontées. Selon elle, il faut bien différencier le sexe biologique du sexe social, donc du genre. Le sexe et le genre sont au cœur de nombreux débats. On se demande souvent si le sexe relève d'une prédisposition biologique ou d'une construction sociale. Personnellement, je perçois le genre en 3 dimensions. La première dimension est pour ainsi dire physique, puisqu'elle correspond au sexe biologique. Il s'agit donc de propriétés génétiques, hormonales, telles que les gonades, c'est-à-dire les organes génitaux. Ensuite, je distingue une deuxième dimension, la plus importante selon moi, qui ne peut pas être définie par autrui, mais uniquement par les personnes concernées. Il s'agit de l'identité de genre. Celle-ci s'étire entre 2 pôles. On a donc une sorte de dipôle, féminin et masculin. Il s'agit d'un modèle binaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Et puis on a les identités de genre non binaires, qui se situent quelque part entre les 2 pôles. On a aussi les agenres, c'est-à-dire les personnes qui ne se reconnaissent dans aucune identité de genre, puis les pangenres, qui s'identifient à tous les genres, ou encore les bigenres, qui s'assimilent à 2 genres à la fois et qui se situent quelque part sur cet axe. Il y a enfin les gender fluides, dont le genre varie au cours du temps.
Et enfin, la troisième dimension correspond à mon sens à l'expression de genre qui est liée au style vestimentaire, au comportement social et à la façon de communiquer. Pour nous, de nombreux éléments sont typiquement féminins ou masculins, surtout en matière de vêtements et de communication. Cette dimension est aussi axée autour d'un dipôle masculin-féminin. Il existe un spectre extrêmement large entre les deux. Au milieu de ce spectre, on peut citer la notion d'androgyne ou celle de métrosexuel. Et il faut souligner que l'orientation sexuelle est indépendante de ces trois dimensions, à savoir le fait d'être homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, pansexuel ou encore asexuel. Ces dernières années, le nombre d'identités de genre a littéralement explosé. Difficile d'affirmer aujourd'hui qu'un individu à l'apparence masculine s'identifie à un homme, ou une personne à l'allure féminine à une femme. Il faut donc partir du principe que certaines personnes tiennent à être assimilées à un genre, sans pour autant être figées dans une identité. Une véritable délivrance pour un grand nombre de personnes, comme Alistair, qui a toutefois constaté que cela pouvait aussi se retourner contre lui. Des insultes, j'en reçois, des menaces, j'en reçois, des gens qui attaquent ma famille, j'en ai. Heureusement, ça n'est pas encore arrivé physiquement, mais c'est quelque chose qui existe et que je suis obligée de gérer et avec lequel je suis obligée de vivre. Des rôles de genre mouvants et moins figés peuvent certes s'avérer libérateurs pour certains, mais être perçus comme menaçants et difficiles à supporter pour d'autres. De quoi faire naître une vague de mouvements contestataires à travers le monde. Partout, les attaques violentes à l'encontre des militants LGBTQIA+, se multiplient. En Russie, on est propre et bien élevé. Ces gens sont dégoûtants. Une tendance qui bénéficie même du soutien d'une partie de l'Église. En Pologne, de violentes manifestations contre le mouvement LGBTQIA+, sont organisées à l'échelle nationale. 100 villes et municipalités du pays se sont ainsi déclarées libres de toute idéologie LGBT. En clair, les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles y sont désormais déclarées indésirables. Selon le Vatican, la fluidité du genre est l'expression d'une liberté mal comprise qui doit être fermement rejetée. Une prise de position qui rejoint les idées du mouvement de la Manif pour tous en France. C'est un tout que l'on refuse en ce moment. C'est l'ouverture vers la PMA, la GPA, et puis surtout cette théorie du genre qui va être enseignée dans les écoles. En France, le nombre d'agressions envers les personnes LGBTQIA+, a augmenté massivement en 2019. Selon l'organisation SOS Homophobie, on en aurait dénombré 66% de plus que l'année précédente. Aux États-Unis, le nombre de groupes se déclarant ouvertement homophobes a progressé de 50%. En Allemagne aussi, des manifestations anti-LGBT sont régulièrement organisées. Une véritable guerre culturelle semble se propager à l'échelle mondiale. Pour Thierry Oquet, cette tournure des événements n'a rien de surprenant. Ce philosophe s'intéresse à la question du genre depuis de nombreuses années. Son ouvrage, Des sexes innombrables, a fait beaucoup de bruit en France. Selon lui, s'il est si difficile de s'affranchir du modèle binaire classique, c'est parce que le sexe est un marqueur identitaire parmi les plus puissants. Questionner la différence sexuelle revient à remettre en question l'identité tout entière. Les civilisations humaines ont investi énormément sur la différence sexuelle. C'est-à-dire, en fait, c'est pas juste simplement quelque chose qui se trouve dans les parties génitales ou dans les chromosomes. C'est quelque chose qui irrigue l'ensemble de la société et de la civilisation. C'est quelque chose dont les religions parlent. C'est quelque chose qui détermine les rapports de pouvoir, l'organisation des sociétés, les cultures, la manière dont on se représente l'amour, et donc la survie de l'espèce humaine aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est un fondement des sociétés. Voilà. La manière dont on s'est représenté la différence des sexes. Et donc, on voit ici que ce sont des questions qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'elles bouleversent les individus.
elles bouleversent les représentations sociales, au sens où elles sont des véritables révolutions de société. Je pense que les êtres humains, très étrangement, ont peur de se positionner comme êtres humains. C'est-à-dire, en fait, il est beaucoup plus simple de se constituer comme femme ou comme homme que comme être humain. Et c'est très difficile parce qu'on se rend compte que les enfants, très tôt, s'inscrivent dans un binarisme, que les parents, très tôt, renforcent ce binarisme. Parfois même, dès avant la naissance, ils sont très avides de savoir s'ils vont avoir une fille ou un garçon et pas simplement un enfant. Mais de nombreux facteurs ne plaident-ils pas en faveur de la binarité ? Ne sont-ils pas la preuve de l'existence d'une féminité explicite ou d'une masculinité sans équivoque? Après tout, certains attributs physiques se manifestent clairement chez la plupart des êtres humains. Ou bien, est-ce plus complexe qu'on ne le pense? À quel point les sexes masculins et féminins sont-ils naturels et sans ambiguïté? Tout commence dans le ventre de la mère. Vous le sentez déjà bouger? Oui. Depuis quand environ? Environ 2 semaines. 2 semaines, d'accord. Maria Yann entame sa 21e semaine de grossesse. Elle s'apprête à voir pour la première fois son futur bébé. Et déjà la question se pose, fille ou garçon? Grâce à l'échographie, il est possible de connaître le sexe de l'embryon dès le 3e mois de la grossesse. Mais à partir de quand peut-on le déterminer avec certitude? En règle générale, si un spermatozoïde porteur d'un chromosome X pénètre un ovule, l'embryon contenant alors une paire de chromosomes sexuels X permettra le développement d'une fille. En revanche, si un spermatozoïde porteur d'un chromosome Y féconde l'ovule, la paire de chromosomes sexuels XY de l'embryon entraînera la formation d'un garçon. Mais en réalité, le processus est bien plus complexe. Selon Olaf Hjort, le sexe humain ne se limite pas au modèle binaire homme-femme. Ce généticien et endocrinologue dirige le laboratoire d'endocrinologie pédiatrique de l'université de Lübeck, où il étudie les troubles du développement sexuel. Comme vous le savez, la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde entraîne la formation d'un individu, qu'on pourrait symboliser par ce tronc d'arbre. Cet individu, qui peut dans un premier temps paraître asexué, porte en lui toutes les caractéristiques d'un développement sexuel classique. Celui-ci peut donc évoluer de différentes manières. Dans le ventre de la mère, le développement du sexe de l'enfant à naître dépend d'une interaction complexe entre gènes et hormones. Au cours des premières semaines de la grossesse, l'embryon est intersexué et porte en lui les ébauches des sexes masculins et féminins. Ce n'est que vers la 6e semaine de grossesse qu'on assiste à une première évolution et qu'apparaît pour ainsi dire une première branche. Autrement dit, les gonades se développent pour former soit les testicules, soit les ovaires. Les ovaires et les testicules sécrètent à leur tour des hormones spécifiques au sexe qui vont entraîner la formation du futur garçon ou de la future fille. L'évolution caractéristique d'un embryon masculin débute par l'apparition des testicules, qui sécrètent de la testostérone. Une étape importante dans le développement du futur garçon. Associée à d'autres facteurs, cette hormone entraîne la formation du canal déférent, des vésicules séminales et de la prostate. En parallèle, le gland, le pénis et le prépuce se profilent, tandis que les organes génitaux féminins se rétractent. Chez un embryon féminin, ce sont les ovaires qui apparaissent en premier. Ceux-ci produisent une hormone appelée estradiol. C'est sous son influence que les trompes de Fallope, l'utérus et la partie supérieure du vagin se dessinent.
les organes génitaux masculins rapetissent, tandis que le clitoris, les lèvres vaginales et le méa urinaire se développent. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le testicule renferme ou plutôt produit une deuxième hormone, appelée hormone antimullérienne. Si celle-ci vient à manquer, c'est le signe que l'enfant à naître possédera un utérus. En revanche, la présence de cette hormone indique qu'aucun utérus ne se développera. S'il arrive donc, pour une raison quelconque, que l'hormone antimullérienne ne soit pas présente ou soit inactive, l'enfant développera une apparence masculine, mais sera doté d'un utérus. On distingue donc déjà 4 branches qui illustrent diverses évolutions possibles du développement sexuel d'un embryon. Cette ramification peut notamment se prolonger et entraîner lors de la puberté la formation de la poitrine et des poils pubiens chez une fille, tandis que chez le garçon, la barbe se mettra à pousser. Et à l'extrémité de ces ramifications naissent, pour ainsi dire, des feuilles dans notre arbre, que je vais ajouter ici. Je ne les dessine pas très bien, mais elles montrent que toutes sortes de développements sexuels sont possibles. Les nouvelles techniques de séquençage de l'ADN et de biologie cellulaire ont fourni la preuve qu'au départ, nous portons toutes et tous en nous des cellules des sexes masculins et féminins. Pour Olaf Hjort, cette prise de conscience est essentielle. Nous devons partir du principe que chaque partie de notre corps renferme une composante sexuelle et que celle-ci peut s'exprimer de différentes manières. C'est ce que j'appelle le continuum des sexes. Car en définitive, l'expression de ces composantes sexuelles est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Nous devons nous affranchir du paradigme de la binarité des sexes, car nous portons toutes et tous en nous un peu de féminin et un peu de masculin. C'est ce que nous exposons à la société. Ce sont des expressions de genre. Savoir s'il faut considérer le sexe de manière binaire ou sous forme de continuum est une question d'une importance capitale. Car la manière dont on perçoit une personne influence aussi notre comportement à son égard. Le sexe biologique assigné à la naissance détermine donc également le sexe social, c'est-à-dire le genre. Cette coupe montre le postérieur de votre enfant. On voit ici les 2 fémurs et entre les jambes, on aperçoit clairement un petit testicule ainsi qu'un pénis. On ne les voit pas toujours aussi distinctement à l'échographie, mais là, en l'occurrence, il n'y a aucun doute sur le sexe de l'enfant. Je peux déjà vous dire que ce n'est pas la peine de chercher un prénom féminin. Il n'y a presque aucun doute. On nous demande assez souvent, de manière plus ou moins directe, si on préférerait avoir une fille ou un garçon, ou si ça nous est égal. On a tous des stéréotypes en tête. On a tendance à se demander si on va acheter un manteau bleu ou si on va plutôt opter pour le rose. Bien sûr, le sexe de notre enfant va forcément un peu influencer nos choix. De manière inconsciente. Oui, inconsciemment. Mais la société a encore tendance à attribuer des rôles à chaque sexe. Ces modèles sont présents dans de nombreux débats. C'est à nous d'améliorer les choses. Pourtant, les résultats obtenus par la recherche vont dans le sens du modèle binaire traditionnel. Ils révèlent que dès la 8e semaine de grossesse, le cerveau des embryons masculins se développe différemment de celui des embryons féminins. Chez les garçons, la testostérone inhibe la formation de cellules dans les aires cérébrales de la communication et favorise la naissance de nouvelles cellules dans les zones du cerveau impliquées dans l'agressivité et la sexualité. Chez les filles, en revanche, le développement reste le même. Des spécialistes en recherche comportementale ont observé les réactions de nourrissons. Les résultats de leurs études indiquent que les garçons réagissent davantage aux machines que les filles, tandis que ces dernières seraient plus sensibles au visage. À en croire la plupart des chercheurs, divers modèles comportementaux sexués s'établissent donc dès le plus jeune âge. Reste à savoir
si ces distinctions sont renforcées ou non lorsqu'on éduque ses enfants selon le modèle classique d'attribution des rôles. On pense souvent que hommes et femmes, ça correspond à mâle et femelle pour l'espèce humaine, mais en réalité, il y a un problème autour de la définition de ce que sont hommes et femmes. Par exemple, si Simone de Beauvoir peut dire « on ne naît pas femme, on le devient », ça veut bien dire que par homme et femme, on entend autre chose que des réalités biologiques, mais des réalités qui sont aussi quelque chose de sociologique, d'historique. Il y a bien des manières d'être un homme, bien des manières d'être une femme, même dans les usages très communs du terme. Quand on dit à un petit garçon « sois un homme », ça veut dire qu'il ne l'est pas naturellement, par exemple. Donc, c'est ça qui est très problématique avec ces notions, c'est qu'elles sont des mélanges d'un fondement naturel. On pense que tout ça, c'est naturel. Et en même temps, on voit que ce sont des valeurs qui ont été définies par la société et qui peuvent changer historiquement au fil des temps. C'est justement l'objet de recherche des spécialistes du genre qui s'intéressent aux différences entre les sexes et aux stéréotypes de genre. Selon eux, l'approche des chercheurs traditionnels n'est pas assez nuancée, car elle se limite aux différences entre hommes et femmes. Les études menées par la neuropsychologue Annelies Kaiser montrent l'impact que peut avoir cette vision des choses. Nous avons là un test de rotation mentale. Les sujets qui y sont soumis doivent essayer de positionner mentalement des figures exactement dans le même sens. On prend souvent cet exercice comme référence, car il dévoile des différences manifestes entre les sexes. On a pu constater en effet, par le passé, que les femmes réussissaient moins bien ce test que les hommes. Mais je travaille avec une doctorante qui souhaite maintenant employer une autre approche dans le cadre de ses recherches. Elle va étudier la réaction des femmes lorsqu'on leur rappelle à quel genre elles appartiennent juste avant d'effectuer l'exercice. Notre objectif est d'amener les participantes à prendre conscience de ce qu'on appelle la menace du stéréotype, à savoir les exposer à des préjugés négatifs concernant leur capacité intellectuelle. Cette peur, ce malaise, leur rappelle qu'elles sont des femmes et leur évoque automatiquement tous les stéréotypes que la société leur a inculqués pendant des décennies. Cette étude est répétée plusieurs fois sous la même forme. Mais ce qui intéresse principalement Annelies Kaiser, c'est de savoir ce qui se passe dans le cerveau des participantes. Pourquoi réussissent-elles alors moins bien l'exercice? On a pu démontrer que des aires cérébrales impliquées dans la mémoire étaient bloquées, tandis que d'autres, dévolues aux émotions, étaient activées. C'est ce qui expliquerait pourquoi les femmes rencontrent plus de difficultés à effectuer cet exercice. Des études scientifiques, neurologiques, permettent ainsi de démontrer à quel point les normes sociales sont ancrées dans notre cerveau. Selon la neuropsychologue, les scientifiques se sont autrefois simplifié la tâche en ne s'intéressant qu'aux différences entre hommes et femmes, au lieu d'étudier les variabilités entre individus d'un même sexe. Il n'y a pas de cerveau masculin ou féminin en tant que tel. Tous les cerveaux humains se composent d'une mosaïque d'éléments féminins et masculins. Mais le cerveau en lui-même n'est pas sexué. J'essaie maintenant de démontrer que cette règle s'applique à tous les humains. Je collecte pour cela une multitude de données sur ces nombreuses mosaïques, sur l'historique des sujets, la manière dont ils se définissent, la structure de leur cerveau, la composition de leurs hormones, leur comportement au quotidien, la façon dont ils se montrent en public, le nom qu'ils se donnent, etc. Et à partir de ces données, on peut définir des catégories de sexe qui sont essentiellement des catégories de genre et pour lesquelles on n'a pas encore de nom. Les travaux de recherche de la neuropsychologue sur les mécanismes du langage ont montré que la variabilité entre individus d'un même sexe est tellement importante qu'elle l'emporte le plus souvent sur la variabilité entre hommes et femmes.
Il ne s'agit pas de rejeter totalement la notion de binarité, mais de montrer qu'il existe d'autres façons de voir et qu'il faut nuancer ce concept soi-disant figé. Je souhaite juste démontrer que la binarité est beaucoup plus nuancée, plus flexible et plus variée qu'on ne le croit. Tout dépend si l'on observe le cerveau ou le comportement de la personne. La binarité n'est donc pas si simple à définir. Mais qu'est-ce qui s'oppose à la diversité ? Que se passerait-il si nous nous affranchissions de la soi-disant normalité et que nous interprétions et assumions nos rôles de genre de manière plus ouverte et plus flexible? Serait-ce vécu comme une délivrance? Serions-nous plus épanouis? Le fait est que le genre ne cesse de se diversifier. Selon une enquête menée par l'Institut de recherche d'Alia en 2016, l'Europe compterait environ 6% de personnes LGBTQIA+, soit toutes celles et ceux qui se définissent comme lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, trans, intersexes, asexuelles et queer. Cette communauté compte 6 millions de membres en Allemagne, contre 3,6 millions en France. Plus les participants à l'enquête étaient jeunes, plus ils s'identifiaient à la communauté LGBTQIA+. Plus de 11% des personnes interrogées, âgées entre 15 et 29 ans, affirmaient en faire partie. Bilan de l'étude, dans l'Union européenne, les millennials, c'est-à-dire les personnes nées entre 1980 et l'an 2000, sont moins hétéronormatifs que les générations précédentes. Je crois qu'il y a peut-être un assouplissement, on pourrait dire, au niveau social, de la manière dont ce qu'on peut appeler les normes de genre s'appliquent aux individus. Et donc, il y a un espace de liberté, peut-être, ou de libéralisme qui semble autoriser les individus à penser leur identité différemment des cadres dans lesquels on avait l'habitude de penser. Une liberté de plus en plus assumée dans les grandes villes d'Europe, où la communauté LGBTQIA+ est déjà bien ancrée depuis de nombreuses années. Des métropoles européennes comme Madrid, Paris ou Berlin revendiquent leur tolérance, une vie nocturne débridée et une scène queer haute en couleurs. Et cette communauté ne cesse de prendre de l'ampleur. En 1979, la fameuse Christopher Street Day, une journée de célébration dédiée à la communauté LGBTQIA+, rassemblait seulement 450 personnes à Berlin. Désormais, ce sont des centaines de milliers de personnes qui descendent chaque année dans la rue pour revendiquer les droits des homosexuels, lesbiennes, transgenres, intersexes et bisexuels. La Christopher Street Day à Berlin ou la Marche des Fiertés à Paris constituent aujourd'hui de grands événements, joyeux et festifs. Le mode de vie queer qui bouscule la norme hétérosexuelle s'est popularisé jusqu'à s'inviter dans les médias. En 2014, Conchita Wurst, jeune drag queen de 26 ans, remporte l'Eurovision en Autriche, devenant ainsi un véritable symbole de la lutte contre l'homophobie. C'est la première fois qu'une drag queen bénéficie d'une telle exposition médiatique en Europe. Un succès phénoménal qui lui permettra même de remplir des salles d'opéra. Mais Conchita Wurst refuse d'être enfermée dans une case. Dans ses vidéos, l'artiste se réinvente sans cesse en se jouant des stéréotypes.
Depuis 2019, elle se glisse dans la peau de deux personnages différents, Conchita et Wurst, qui soulignent son identité masculine. Cara Delevingne a elle aussi longtemps joué la carte de l'ambiguïté sexuelle. En 2020, cette mannequin se déclare gender fluide. Au gré des unes de magazines, la jeune femme affiche une identité de genre qui se joue des codes. Devenue une véritable icône queer à travers le monde, Christine and the Queens, de son vrai nom Héloïse Letissier, incarne elle aussi la fluidité de genre. Dans ses vidéoclips, la chanteuse brise régulièrement les codes du genre et a même été désignée par le magazine Time comme leader de la prochaine génération de pop stars qui refont le monde. De plus en plus de jeunes vouent un véritable culte aux célébrités gender fluides ou trans. Bonjour, bienvenue. J'ai quelques trucs à vous raconter. Je suis là pour vous parler un peu de cette personne pour elle. Que ce soit quelqu'un de votre famille ou de vos amis, cette personne a quelque chose à vous annoncer. Elle est non-binaire. Évidemment, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un peu plus d'infos que ça. Alistair n'est pas encore aussi célèbre que Christine and the Queens, mais ses vidéos suscitent déjà un large écho sur le net. Pour nombre d'internautes, ces témoignages sont perçus comme libérateurs. Ni homme, ni femme, ou les deux. Quand je parle de femme et d'homme, je ne parle pas de corps, je parle de ressenti. La personne qui vous a envoyé cette vidéo ne se sent pas homme ou femme. Ma première vidéo, elle a parlé de transidentité et plus généralement de genre. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et en fait, y a des gens qui ont regardé ce que je faisais, ce à quoi je m'attendais pas nécessairement par ailleurs. Et j'ai trouvé ça très gratifiant et j'ai voulu continuer. Il y a plein de choses que je comprends et que j'aurais pas forcément compris si j'avais pas cherché à travailler dessus. J'ai toujours des gens qui viennent me dire, voilà, cette vidéo, elle m'a aidé à comprendre ça. Tes vidéos, elles m'ont permis de faire telle démarche dans ma vie qui a amélioré mon quotidien. Tes vidéos, elles m'ont aidé à faire comprendre la transidentité à mes parents et avant ils m'acceptaient pas et maintenant ils m'acceptent. Donc non seulement j'aime ça, non seulement ça m'est utile, mais en plus je sais que ça répond à un besoin qui existe en dehors de moi. Du coup, je trouve que c'est une expérience vraiment positive. Mais pourquoi de plus en plus de jeunes ont-ils du mal à s'identifier à leur sexe biologique? D'où vient ce mal-être? Pourquoi le nombre de personnes ayant la conviction d'être nées avec le mauvais sexe et tenant à remédier au problème ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années? Pour Alexander Korte, ce phénomène révèle une évolution qu'il juge inquiétante. Ce pédopsychiatre du CHU de Munich est spécialiste de la dysphorie de genre et de la transidentité. Nous ne possédons encore aucune donnée précise sur la transidentité en Allemagne. Mais les chiffres issus d'autres pays font état d'une forte augmentation. En ce qui concerne l'Angleterre et la Suède, on constate une hausse de l'ordre de 1500 à 3500%. Si on compare avec les données relevées il y a 10 ans. Et cette augmentation se remarque surtout chez les filles âgées de 13 à 15 ans. Le fait que la population est de plus en plus sensible aux conflits de genre et d'attribution des rôles entre les sexes y est certainement pour quelque chose. Ce phénomène est peut-être aussi le résultat d'une intense couverture médiatique, qui n'est pas une mauvaise chose en soi.
Mais comme souvent, il y a un revers de la médaille. Et je vois cela d'un œil critique. Car la transidentité offre à ces adolescents un nouveau modèle d'identification. Cela donne la possibilité à ces jeunes, qui sont souvent en proie à d'autres problèmes, d'exprimer leur souffrance individuelle sous une forme qui est désormais acceptée au sein de notre société. En conséquence, Alexander Korte ne prescrit pas d'inhibiteurs de puberté, qui empêchent la croissance des organes sexuels et la production d'hormones des adolescents. Selon le pédopsychiatre, ce traitement débouche souvent sur des opérations de réassignation sexuelle irréversibles. Près de 2000 interventions chirurgicales de ce type sont pratiquées chaque année en Allemagne. L'une des raisons de l'augmentation du nombre d'opérations de réassignation sexuelle est certainement liée à ce que nous, médecins, appelons la notion de faisabilité. C'est-à-dire le fait que toutes sortes de chirurgies peuvent être réalisées grâce au progrès de la médecine et de la technique. Qu'il s'agisse de personnes faisant ou non l'objet d'une opération chirurgicale ou d'un traitement hormonal, pour certains observateurs de tendance, il est clair qu'il n'y a aucun retour possible. La diversité des genres constitue une méga tendance et un modèle de référence pour l'avenir. L'industrie de la mode a déjà lancé des collections unisexes depuis longtemps et certaines marques de vêtements promeuvent une mode gender-fluide ou à genre. La publicité renvoie l'image d'une diversité des genres flexible. Ce qui se cache derrière tout ça, c'est l'utopie progressiste de notre société moderne, à savoir la promesse de satisfaire la totalité de nos besoins. Selon cette théorie, plus rien n'est impossible. Cela semble être un principe inhérent à notre société postmoderne, ou peut-être à notre système économique néolibéral. Ces phénomènes de diversification, de dépassement des limites, etc., se retrouvent aussi dans la sphère sexuelle. Les observateurs de tendance sont convaincus que cette diversification des genres entraînera un changement radical de l'économie et de la société. La publicité véhicule ainsi l'idée que dans la société de l'information postmoderne, seules les personnes capables de glisser d'un genre à l'autre pourront tirer leur épingle du jeu. Les jeunes bénéficiant d'un niveau d'éducation élevé, en particulier, perçoivent le genre comme un nouveau terrain où expérimenter en toute liberté. Le philosophe Thierry Oquet est persuadé que cette volonté de jouer avec l'identité de genre continuera de se renforcer avec ou sans le soutien de la médecine. Moi, je vois ces nouvelles prothèses chimiques, on peut dire, sur le même plan que les anciens artifices qu'on utilisait pour se singulariser, c'est-à-dire les vêtements, c'est-à-dire les tatouages, les coiffures, etc. Donc pour moi, ça fait partie de quelque chose qui entre simplement comme des possibilités supplémentaires de créer ou d'exprimer qui on est. C'est donc une question d'individu et une question d'identité. Une diversité qui peine toutefois à s'affranchir de la binarité conventionnelle. Le discours sur la transidentité sert malgré lui les rôles de genre, les stéréotypes et les modèles ou clichés relatifs aux rôles sexués, à savoir ce que la société attend d'un homme ou d'une femme. Pour pouvoir s'affranchir véritablement de ce modèle binaire, il faudrait permettre à une personne de décider par elle-même de son genre, sans qu'elle ait à subir un traitement médical lourd. J'ai fait plusieurs vidéos où je parle de cette volonté de ma part de ne pas faire de transition médicale. En tout cas, pour l'instant, ça ne fait pas du tout partie de mes objectifs. Seules les hormones et les opérations de réassignation sexuelle permettent aujourd'hui à une femme de devenir légalement un homme et vice-versa. Mais Alistair a sa propre idée sur la question. Dans une vidéo, il déclare s'identifier à un homme sans pour autant vouloir changer de sexe.
Bien que de nombreuses personnes l'aient remercié pour son témoignage, d'autres lui ont reproché, par son refus de toute transition médicale, de renforcer la pression sociale exercée sur les trans et d'empêcher ainsi ces derniers de trouver leur identité. Mais selon lui, il n'y a pas qu'une seule manière d'être trans. D'une manière générale, je ne fais pas de transition médicale, donc c'est-à-dire tout ce qui est hormones, chirurgie, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que je ne transitionne pas, parce que transitionner, c'est tout ce qu'une personne trans va faire pour vivre dans son genre de la manière qui lui va. Donc par exemple, le fait d'avoir coupé mes cheveux, le fait de m'habiller d'une certaine manière, le fait de changer de prénom, le fait de demander qu'on parle au masculin, tout ça, c'est de la transition. Donc je transitionne, mais pas médicalement. Contrairement à Alistair, Rebecca Yeager a opté pour la transition médicale, mais seulement après avoir passé la quarantaine. L'aboutissement d'un long chemin pour cette journaliste allemande qui s'est sentie prisonnière de son propre corps pendant des décennies. Pour moi, il était clair dès le départ que je voulais féminiser mon corps, parce que j'en ai toujours ressenti le besoin. Et depuis mon opération, j'ai retrouvé une paix intérieure. Je passe enfin inaperçu. Désormais, je n'ai plus aucun problème à assumer ma transidentité. Je n'ai plus à me justifier. Je peux me fondre dans la foule, marcher dans la rue, aller à la piscine, voire aller sur une plage de nudistes si ça me chante. Ça m'est totalement égal. Plus personne ne prête attention à moi. Et c'est fabuleux. Je possède enfin le visage que j'aurais voulu avoir il y a 30 ans. Les progrès remarquables de la médecine et de la chirurgie permettent à un nombre croissant de personnes de changer de sexe, tout simplement parce qu'il est dans la nature de l'homme de façonner la nature à sa guise. Et ce, même quand il s'agit de son propre corps. C'est en tout cas ce que pense Thierry Hockey. Selon lui, l'assouplissement du concept de binarité serait ainsi une condition préalable à la viabilité de nos sociétés futures. Il aimerait par exemple que les parents donnent un prénom mixte à leurs enfants. Le philosophe suggère également de créer un nouveau pronom qui inclurait tous les genres. Selon lui, les systèmes de reconnaissance faciale atteindront bientôt une telle précision que la mention « sexe » sur les papiers d'identité n'aura plus lieu d'être. Donc finalement, aujourd'hui, on est dans ce paradoxe-là que les indications de sexe binaire sont utilisées uniquement pour mesurer les méfaits du sexe binaire, c'est-à-dire les problèmes liés au sexe binaire. On a une sorte de cercle vicieux ici, où d'un côté, on a un système binaire très strict qui produit des inégalités, en ne traitant pas les individus, les enfants, comme des êtres humains, mais d'abord en tant que filles ou garçons et en leur ouvrant des futurs différents en fonction de leur sexe. Et une fois qu'on a élevé les enfants dans ce cadre binaire strict, on mesure les effets négatifs produits par ce binarisme en disant ben, « Regardez, il y a des inégalités qui sont produites et il faut les corriger. » Donc, je pense que ça serait plus simple, en fait, si on se situait à ce niveau être humain d'abord, en fait, dans l'éducation, dans la manière dont on s'adresse aux enfants et la manière dont on leur ouvre des possibilités d'avenir. Voilà. Je pense qu'assouplissant le cadre binaire général, on produira une société qui sera libérée de certains de ces problèmes et qui sera de fait plus égalitaire entre les personnes. Le processus vers une approche plus ouverte de la diversité des genres est en marche. Malgré les nombreuses protestations à travers le monde, l'acceptation de l'homosexualité et de l'union civile pour les couples de même sexe ne cesse de gagner du terrain. En 2018, l'Allemagne est le premier pays européen à introduire la mention « divers », désignant un sexe neutre, dans les registres de naissance. En 2019, l'Autriche lui emboîte le pas. De nombreuses personnes transgenres rêvent d'un monde où ni le sexe biologique, ni l'identité de genre n'auraient plus autant d'importance.
Mais la plupart de nos sociétés n'en sont pas encore là. En Allemagne, une personne souhaitant faire figurer la mention « divers » sur ses papiers d'identité doit présenter un certificat médical. Et en France, la notion de troisième sexe n'existe pas. Alistair a peut-être déjà fait un grand pas dans son combat personnel, mais le chemin est encore long à l'échelle de la société. Le jeune homme ne sait d'ailleurs pas s'il sera un jour témoin d'un réel changement. De mon vivant, j'ai pas l'espoir qu'on change complètement de paradigme sur ce que c'est un homme, ce que c'est une femme. Je pense pas que de mon vivant, je verrai la fin du sexisme. Je pense pas que de mon vivant, je verrai la fin de la transphobie. Je pense pas que de mon vivant, je verrai la fin du patriarcat. Ça va changer, mais ça va pas finir. Pas de mon vivant, j'espère peut-être un jour. Mais bon, ça fait quelques millénaires quand même, donc j'ai pas tant d'espoir que ça non plus. Mon objectif, c'est d'améliorer la situation et d'en faire autant que je peux. Et je pense que l'objectif, c'est ça.